Madame Désirine, écoutez-moi bien. N'approchez pas de votre voiture. C'est une question de vie ou de mort. La porte du parking souterrain s'est ouverte. Oriane était là, devant moi, les yeux fous. Madame Désirine, écoutez-moi bien. N'approchez pas de votre voiture. C'est une question de vie ou de mort. J'ai senti mes jambes se dérober. Les sacs Hermès que je tenais, 3, non, 4, ont glissé de mes mains. Ou peut-être que je les ai lâchés. Je ne sais plus. Nous étions dans le parking des Galeries Lafayette. Mon parking habituel. Celui où je laisse toujours ma Mercedes au même endroit, 2e niveau, colonne B7. Le mot « qui » m'a transpercé comme une lame. Je m'appelle Désirine Montlouis. J'ai 60 ans. Et cet après-midi-là, devant les Galeries Lafayette, j'ai compris qu'on peut aider quelqu'un pendant 2 ans et que cette personne peut vous sauver la vie en 30 secondes. Mais pour que vous compreniez comment nous en sommes arrivés là, il faut que je remonte. C'était en 2022, février. Un jeudi soir. Séraphin est rentré tard, 22 heures, peut-être 23. Il a posé sa mallette Montblanc sur la console du salon, celle en acajou que ma mère m'avait léguée. Et il a dit, sans me regarder, « J'ai renvoyé Oriane ». Je lisais un livre. Enfin, je faisais semblant. Depuis des mois, je ne lisais plus vraiment. Je tournais juste les pages. Pardon ? Oriane, le chauffeur, je l'ai licencié ce matin. J'ai refermé mon livre. Pourquoi ? Il a haussé les épaules, comme si on parlait de changer de fournisseur de café. Il me déplaisait. Il me déplaisait. 3 mots. 12 ans de service. Oriane avait conduit Séraphin tous les matins depuis 2010. Tous les matins à 7h15 précise, devant notre immeuble du 7e. Pluie, neige, canicule. Séraphin, il a une famille. Et alors, il touchera ses indemnités légales. C'est tout. Ses indemnités légales. Je connaissais Séraphin depuis 38 ans. Mais à cet instant, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Une fissure fine, invisible, mais bien réelle. Oriane avait 3 enfants. 2 filles et un garçon. Je le savais parce qu'il m'en parlait parfois, les rares fois où je montais à l'avant quand Séraphin n'était pas là. Sa femme travaillait comme aide-soignante à l'hôpital Saint-Antoine. Les filles étudiaient encore. Le garçon, comment il s'appelait déjà ? Nathan. Ou Nicolas. Enfin, peu importe. Ce soir-là, j'ai éteint la lumière du salon et je suis allée me coucher. Séraphin est resté en bas. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un message sur mon portable, un numéro que je ne connaissais pas. Madame Montlouis, c'est Oriane. Je suis désolée de vous déranger. Est-ce que vous pourriez m'appeler quand vous aurez un moment ? J'ai regardé le message pendant, je ne sais pas, 10 minutes, 15. Puis j'ai appelé. Madame Désirine. Sa voix était cassée. Pardon de vous embêter. Mais je cherche du travail depuis 3 semaines. Personne ne veut de moi sans recommandation. Et Monsieur Séraphin refuse de m'en donner une. Mon Dieu. Il refuse ? Oui, madame. Il dit que je ne le mérite pas. Silence. Je ne le mérite pas. Oriane. De quoi vous avez besoin ? Rien, madame. Enfin, si vous connaissiez quelqu'un qui cherche un chauffeur, je ne connaissais personne. Enfin, si. Hélène, mon amie du cercle de l'Union, cherchait justement quelqu'un pour conduire son père. Mais Hélène était loyale à Séraphin. Si je lui recommandais Oriane, elle lui demanderait pourquoi il avait été renvoyé. Et Séraphin lui dirait que c'était un mauvais élément. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Oriane, vous avez besoin de combien par mois pour tenir ? Madame ? Combien ? 2000 €, madame. Pour le loyer et... Enfin, ma femme gagne un peu, mais 2000 €. Nous dépensions plus que ça en vin par mois. D'accord, je vais vous virer 2000 €, tous les mois, jusqu'à ce que vous trouviez. Madame, je ne peux pas accepter. Vous pouvez, et vous allez accepter. J'ai raccroché avant qu'il ne proteste. Le premier virement, je l'ai fait depuis mon compte personnel, celui que Séraphin ne regardait jamais. J'avais hérité d'un petit appartement dans le 14e à la mort de mon oncle Gilbert. Je le louais. 800 € par mois, pas grand-chose. Mais avec mes économies, je pouvais tenir.
Le 2e mois, Orion m'a envoyé un message. « Madame, merci. Je cherche toujours, mais merci. » Le 3e mois, « Madame, j'ai trouvé quelque chose. Chauffeur VTC. C'est moins bien, mais ça va aller. Vous pouvez arrêter les virements. » J'ai continué quand même, parce que chauffeur VTC, ça voulait dire pas de CDI, pas de sécurité, pas d'assurance maladie décente. Pendant 2 ans, j'ai viré 2000 € tous les 5 du mois. Séraphin ne s'est rendu compte de rien, ou peut-être que si, mais il ne disait rien. Notre mariage ressemblait à ça, de toute façon. 2 personnes qui vivaient sous le même toit haussmannien et qui ne se parlaient plus vraiment depuis... Combien d'années déjà? 10 ans. Non, 12. Et puis, il y a eu cet après-midi, janvier 2025, un mercredi. J'étais aux Galeries Lafayette pour acheter un cadeau à ma nièce Constance, 20 ans. Elle venait d'être acceptée à Sciences Po. J'avais pensé à un foulard Hermès. Classique mais élégant. J'ai acheté le foulard. Et puis un autre pour moi. Et puis une pochette. Et puis... Bref. Quand je suis arrivée au parking, il était 17h30. Ou 18h. Il faisait déjà nuit. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 2e niveau. Les portes se sont ouvertes. Et Orion était là, devant moi, les yeux fous. « Madame Désirine, écoutez-moi bien. N'approchez pas de votre voiture. C'est une question de vie ou de mort. » Je me suis figée. Complètement figée. Les sacs Hermès sont tombés par terre. J'entendais le bruit du papier qui froissait. Froissement lent, comme au ralenti. « Orion, qu'est-ce que vous faites ici ?» Il transpirait, en janvier, dans un parking à 15 degrés. « Madame, je vous suis depuis ce matin. » Mon sang s'est glacé. « Vous me suivez ?»« Non, pas vous, lui. » Il a fait un geste vers ma Mercedes, la classe S noire que Séraphin m'avait offerte pour mes 55 ans. Enfin, offerte. Il l'avait achetée et mise à mon nom pour des raisons fiscales qu'il ne m'avait jamais expliquées. « Il y a quelqu'un dans votre coffre, madame. » J'ai cru que j'avais mal entendu. « Pardon ? » « Quelqu'un, dans le coffre, de votre voiture. » Le parking tournait autour de moi. Les néons blancs, le béton gris, les voitures alignées comme des cercueils. « Oriane, vous êtes sûre de ce que vous dites ? » ?»« Madame. » Il a posé sa main sur mon bras, douce, ferme. « J'ai vu monsieur Séraphin ce matin à 7h, à Rungis, près des entrepôts frigorifiques. Il était avec 2 hommes. Ils ont mis quelque chose dans le coffre de votre Mercedes, quelque chose d'enveloppé dans une bâche, quelque chose qui bougeait. Quelque chose qui bougeait. J'ai pensé que j'allais vomir. Pourquoi vous étiez à Rungis ? Question stupide. Mais c'est tout ce que mon cerveau a réussi à produire. Je fais VTC de nuit maintenant, madame. J'ai déposé un client près de là. Et j'ai reconnu monsieur Séraphin. Sa démarche. Son manteau Burberry beige. Alors je me suis garée. J'ai attendu. Et j'ai vu. Il tremblait. J'ai vu, madame. Et après, il est monté dans un autre véhicule. Une Audi grise. Pas la vôtre. Il a laissé votre Mercedes là-bas, moteur éteint, dans le noir. Alors j'ai attendu encore. 1 heure, peut-être 2. Et puis quelqu'un est venu la chercher. Un type jeune. 25 ans, 30 maximum. Il l'a conduite jusqu'ici, aux Galeries Lafayette. Il l'a garée, et il est parti en taxi. J'écoutais sans comprendre. Et vous avez fait quoi ? Je vous ai appelé ? Vous m'avez appelé ? Oui, madame. 3 fois. Mais vous ne répondiez pas. Mon portable. Je l'avais mis en silencieux pour essayer le foulard tranquillement. Seigneur. Alors je suis restée ici, madame. J'ai attendu que vous sortiez, parce que je savais que vous veniez souvent ici, le mercredi après-midi. Vous me l'aviez dit une fois. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Quand il était encore notre chauffeur. Quand on parlait encore de choses insignifiantes comme les courses et les after-midis shopping. « Qu'est-ce qu'on fait ?» j'ai demandé. Ma voix était blanche, creuse. « On appelle la police, madame. »« La police ?»« Oui. » J'ai regardé ma Mercedes. 2e niveau, colonne B7. Exactement où je la garais toujours. Noire, brillante, impeccable. « Et s'il n'y a rien ?» Orion m'a regardé dans les yeux. « Il y a quelque chose, madame. » J'ai vu. Nous sommes restés là.
Debout, sans bouger. Combien de temps? Je ne sais pas. 30 secondes. 1 minute. Le temps s'était arrêté. Et puis j'ai entendu un bruit sourd, qui venait de ma voiture. Boum. Puis encore. Boum. Boum. Quelqu'un tapait de l'intérieur du coffre. J'ai reculé d'un pas, 2, 3. Oriane m'a retenu par le bras. « Restez calme, madame, je vais appeler. » Il a sorti son portable, un vieux Samsung tout rayé. Pas un iPhone dernier cri comme ceux que nous utilisions, Séraphin et moi. Il a composé le 17. « Allô? Oui? Police? Parking des galeries Lafayette Haussmann, niveau -2, colonne B7. Il y a quelqu'un enfermé dans un coffre de voiture. Mercedes classe S noire, immatriculation. » Il a regardé vers la voiture. EJ 247 NR. Oui, non. Nous sommes à distance. Oui, on attend. Il a raccroché. Ils arrivent dans 5 minutes. 5 minutes. Boum, boum, boum. Les coups continuaient, désespérés, réguliers. Quelqu'un était là-dedans, vivant, terrifié. Et c'était ma voiture. Ma voiture à moi. « Madame, asseyez-vous. » Oriane m'a guidée vers un muret en béton près de l'ascenseur. Je me suis assise. Mes jambes ne me portaient de plus. « Pourquoi Séraphin ferait ça ?» j'ai murmuré. Oriane n'a rien dit, parce qu'il n'y avait rien à dire. Mon mari, Séraphin Montlouis, 63 ans, directeur général d'une entreprise d'import-export de matériel médical, membre du Rotary Club, donateur régulier à l'Opéra Garnier. Séraphin, qui lisait le Figaro tous les matins en buvant son café dans notre tasse Bernardo. Séraphin, qui ne supportait pas qu'on parle fort à table. Séraphin, qui avait mis quelqu'un dans le coffre de ma voiture. Les sirènes sont arrivées 3 minutes plus tard. Ou 4. 2 voitures de police. Gyrophares bleus qui tournèrent dans le parking souterrain. Ça faisait des ombres étranges sur les murs. Un officier est sorti. Grand. 40 ans peut-être. Cheveux courts. Blouson marine. « C'est vous qui avez appelé ?» Oriane a levé la main. « Oui, commandant. »« Où est la voiture ?» Oriane a pointé du doigt. L'officier s'est approché. Lentement. Prudemment. Comme si la Mercedes allait exploser. Il a collé son oreille contre le coffre. Silence. Plus de coups. « Il y a quelqu'un ?» Il a crié. Rien. Mon cœur battait tellement fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. L'officier a fait signe à un collègue plus jeune. « Apporte le pied de biche. » Ils ont ouvert le coffre, lentement, doucement, comme on ouvre un cercueil. Et j'ai vu une femme, jeune, 25 ans, peut-être 30, recroquevillée, les mains attachées dans le dos avec du ruban adhésif gris, la bouche scotchée, les yeux grands ouverts, terrifiée, vivante. Elle était vivante. L'officier a crié quelque chose dans sa radio. Je n'ai pas compris quoi. Les mots se mélangeaient. Un autre policier a sorti la femme du coffre. Doucement, elle tremblait. Tout son corps tremblait. Ils ont retiré le scotch de sa bouche. Elle a crié, un cri long, rauque, animal. Puis elle a pleuré. Et moi aussi. L'officier m'a fait asseoir dans sa voiture. La portière ouverte. Le gyrophare éteint maintenant. « Madame, c'est votre véhicule ?» J'ai hoché la tête. « Vous étiez où ce matin ?»« Chez moi, dans le 7e. J'ai quitté l'appartement vers 15 heures pour venir ici. »« Et votre mari ?»« Votre mari. » Ces 2 mots ont résonné dans ma tête comme une cloche fêlée. Je ne sais pas. Il part tôt le matin, vers 7 heures, pour le bureau. Il travaille où ? Montlouis Import-Export, rue de la Boétie. L'officier a noté quelque chose sur un petit carnet noir. « Et vous n'avez rien remarqué d'inhabituel ce matin ?» Inhabituel. J'ai pensé aux 3 dernières années. Aux nuits où Séraphin rentrait à minuit. Aux week-ends où il partait soi-disant pour des conférences à Lyon. À Marseille, à Bordeaux. Aux parfums que je ne reconnaissais pas sur ses chemises Charvet. Non, j'ai menti. Rien. Ils ont emmené la femme dans une ambulance. Couverture de survie argentée sur les épaules, yeux vides. Elle n'arrêtait pas de trembler. Un autre policier est venu vers moi. « Madame Montlouis, nous allons devoir saisir votre véhicule pour analyse. » Analyse, ma Mercedes, celle que je conduisais depuis 5 ans, celle où j'avais transporté mes courses, mes amis,
Ma nièce Constance quand elle venait déjeuner. Cette voiture avait transporté une femme kidnappée. Bien sûr, j'ai dit. Ma voix ne m'appartenait plus. Oriane était restée en retrait, appuyée contre une colonne, les mains dans les poches de sa veste North Face. Quand les policiers se sont éloignés pour parler entre eux, je me suis approchée de lui. « Oriane, madame. »« Merci. » Il a baissé les yeux. « C'est normal, madame. » Normal. Rien n'était normal. Cet homme que mon mari avait jeté dehors sans recommandation. Cet homme à qui j'avais viré 2000 € par mois en cachette pendant 2 ans. Cet homme venait de me sauver de quoi, exactement? D'être accusé, d'être complice. Oriane, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous m'avez suivi toute la journée? Il a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. Parce que vous m'avez aidé, madame. Quand personne d'autre ne l'a fait. Même pas ma propre famille. Mon frère m'a tourné le dos. Ma belle-sœur aussi. Il disait que j'étais un raté. Mais vous n'avez rien demandé. Vous avez juste donné. J'ai senti mes yeux me piquer. Je devais bien ça. Non, madame, vous ne deviez rien. L'officier est revenu. Madame Montlouis, nous allons avoir besoin de vous au commissariat pour votre déposition. Maintenant? Oui, madame. J'ai regardé mes sacs Hermès. Toujours par terre, le papier froissé, le foulard qui dépassait. Tout ça me paraissait tellement ridicule. D'accord. Ils m'ont fait monter dans la voiture de police. Oriane est monté aussi, sans qu'on lui demande, comme s'il était mon garde du corps. Mon ange gardien en veste North Face élimé. Le commissariat du 9e arrondissement sentait le café froid et le désinfectant. Néon blanc partout. Murs gris sales. Rien à voir avec les beaux immeubles haussmanniens à 2 rues de là. On m'a fait asseoir dans une salle d'interrogatoire. Table en formica. 2 chaises. Une caméra dans le coin. Un autre officier est entré. Une femme, cette fois. 45 ans environ. Cheveux courts bruns, regard fatigué mais gentil. Madame Montlouis, je suis la capitaine Brissard. Je vais prendre votre déposition. Elle a sorti un enregistreur. Vous permettez? Oui? Clic. Madame, racontez-moi votre journée. Ma journée. Je me suis levée à 8 heures. J'ai pris mon petit déjeuner seul. Séraphin était déjà parti. J'ai bu mon thé, Earl Grey, comme tous les matins, en lisant Le Monde sur mon iPad. Ensuite, je suis allée à mon cours de pilates au Trocadéro. 10h30, avec Hélène et Sylvie, mes amies du cercle. On a déjeuné ensemble après, au Café de l'Homme, salade niçoise pour moi. Hélène a pris le saumon. Sylvie, le risotto. On a parlé de tout et de rien. Du nouveau spectacle à l'opéra, du mariage de la fille de Sylvie en juin. Personne n'a parlé de Marie qui kidnappe des femmes. Et ensuite, la capitaine Brissard a demandé. Ensuite, je suis rentrée chez moi. Vers 14 heures, j'ai regardé un peu la télévision, une série, puis je suis repartie vers 15 heures pour les Galeries Lafayette. Votre mari était là quand vous êtes rentrée à 14 heures? Non. Il rentre à quelle heure d'habitude? Ça dépend, 19 heures, 20 heures, parfois plus tard. Et ce matin, vous l'avez vu partir? J'ai réfléchi. Non, je ne l'avais pas vu. Quand je m'étais levée à 8 heures, il était déjà parti. Mais d'habitude, il partait vers 7h30, 7h45 maximum. Pas 7 heures. Madame? Non, je ne l'ai pas vu partir. La capitaine a noté quelque chose. Vous savez où il est en ce moment? Au bureau, j'imagine, rue de la Boétie. Nous avons appelé. Il n'y est pas. Mon sang s'est figé. Comment ça, il n'y est pas? Son assistante dit qu'il n'est pas venu aujourd'hui, qu'il a annulé tous ses rendez-vous ce matin. J'ai essayé de respirer normalement. Il a peut-être eu un imprévu. Peut-être. La capitaine m'a regardé droit dans les yeux. Madame Montlouis, est-ce que votre mari a des ennemis? Des ennemis. Séraphin était directeur général d'une entreprise qui valait... Combien déjà? 15 millions? 20? Il avait des associés, des concurrents, des clients mécontents parfois, mais des ennemis? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a des problèmes financiers? Non, enfin.
Je ne crois pas. En vérité, je ne savais rien. Séraphin gérait tout. Les comptes, les investissements, les propriétés. Moi, j'avais mon petit appartement du 14e que je louais, et mon compte personnel avec mes 800 € par mois de loyer, plus quelques économies. Mais le reste, l'appartement du 7e, les actions, les placements, je ne savais rien. Madame, est-ce que votre mari a déjà eu des comportements violents? Violents. J'ai pensé à toutes ces années, 38 ans de mariage. Séraphin ne m'avait jamais frappé, jamais levé la main sur moi, mais il m'avait ignoré, humilié, rabaissé, avec des mots, des silences, des portes qui claquent. Non, j'ai dit, jamais violent. La capitaine Brissard m'a laissé partir vers 20h ou 21h. Il faisait nuit noire dehors. Madame Montlouis, nous allons contacter votre mari. Si vous avez de ses nouvelles, appelez-nous immédiatement. Elle m'a tendu sa carte. Capitaine Élise Brissard. Numéro de portable écrit à la main au dos. Bien sûr, Oriane m'attendait dans le hall du commissariat, assis sur une chaise en plastique orange. Il s'est levé quand il m'a vu. « Madame, je peux vous raccompagner ?» J'ai regardé autour de moi, les néons, les affiches de prévention sur les murs, un ivrogne qui dormait dans un coin. « Oui, merci. » Nous avons pris sa voiture. Une vieille Peugeot 308 grise. L'intérieur sentait le pin. Un de ces désodorisants bon marché qu'on accroche au rétroviseur. Rien à voir avec l'odeur de cuir de ma Mercedes. Enfin, mon ancienne Mercedes, celle qui transportait des femmes kidnappées. Nous avons roulé en silence pendant 10 minutes, peut-être 15. Les rues étaient-ils pleines, Parisiens qui rentrèrent du travail, touristes qui cherchèrent des restaurants. La vie continuait, normale, comme si rien ne s'était passé. « Madame, » Oriane a dit doucement, « vous voulez que je reste avec vous ce soir? Je peux dormir dans ma voiture devant votre immeuble, au cas où. Au cas où. Au cas où Séraphin revienne et soit dangereux? Au cas où la police revienne avec d'autres questions? Au cas où je m'effondre complètement? Non, Oriane, ça va aller. » Mensonge. Ça n'allait pas aller. Il m'a déposé devant mon immeuble du 7e, avenue de Ségur. Bel immeuble haussmannien, pierre de taille, balcon en fer forgé, porte cochère verte avec code. Notre appartement était au 3e étage, 220 mètres carrés. Parquet Versailles, hauteur sous plafond de 3,40 m, vue sur les Invalides. J'avais adoré cet appartement quand nous l'avions acheté. Il y a combien d'années? 25, 26. Maintenant, il me faisait peur. J'ai monté les escaliers lentement. L'ascenseur était en panne depuis 3 jours. Le syndic devait le faire réparer. Mais bien sûr, rien n'avait été fait. 3e étage, palier, notre porte, laque noire brillante, plaque en cuivre, Montlouis. J'ai sorti mes clés. Ma main tremblait. J'ai ouvert. L'appartement était plongé dans le noir. J'ai allumé. Tout était exactement comme je l'avais laissé ce matin. Les coussins du canapé bien alignés, les rideaux de soie ivoire fermés, la tasse à thé que j'avais oubliée sur la table basse, porcelaine de Limoges, décor bleu et or, la tasse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fixé cette tasse. Elle était là, seule, abandonnée, avec un fond de thé froid au fond. Je l'ai prise, je l'ai emmenée dans la cuisine, je l'ai lavée, lentement, avec du liquide vaisselle qui sentait le citron. Puis je l'ai posée sur l'égouttoir et je me suis effondrée. J'ai pleuré, longtemps, sur le carrelage de la cuisine, adossé au placard sous l'évier. Je ne sais pas combien de temps. 1 heure, peut-être 2. Quand j'ai réussi à me relever, il était 23 heures passées. J'ai essayé d'appeler Séraphin. 1 fois, 2 fois, 5 fois. Messagerie vocale à chaque fois. Vous êtes bien sur la messagerie de Séraphin Montlouis. Laissez un message après le signal sonore. Bip. Séraphin, c'est moi. Rappelle-moi, s'il te plaît. J'ai raccroché. Je suis allé dans notre chambre. Enfin, ma chambre. Parce que Séraphin dormait dans le bureau depuis 3 ans. Officiellement parce qu'il ronflait et que je ne dormais pas bien. Officieusement parce que nous ne supportions plus de partager le même lit.
J'ai ouvert l'armoire. Ces costumes étaient tous là, rangés par couleur, gris, bleu marine, noir, tous sur mesure, tous impeccables. Ses chemises Charvet, ses cravates Hermès, ses chaussures John Lobb bien cirées, tout était là, comme s'il allait rentrer d'un moment à l'autre. Mais quelque chose me disait qu'il ne rentrerait pas. J'ai dormi 3 heures cette nuit-là, peut-être 4. Des cauchemars, la femme dans le coffre, ses yeux terrifiés, son cri rauque, et Séraphin, debout devant ma Mercedes à Rungis, avec 2 hommes que je ne connaissais pas, en train de mettre quelque chose dans le coffre, quelque chose qui bougeait. Je me suis réveillée en sursaut à 6 heures du matin. La chambre était encore sombre. Dehors, Paris commençait à peine à se réveiller. J'ai pris mon téléphone. Aucun message de Séraphin, mais un message d'Orient, envoyé à 5h30. « Madame, j'espère que vous allez bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis là. Orient. Je suis là. » 3 mots simples, mais ils m'ont fait pleurer à nouveau. À 8 heures, j'ai rappelé la capitaine Brissard. « Capitaine, c'est Désirine Montlouis. Vous avez des nouvelles ? » « Madame, nous avons lancé un avis de recherche pour votre mari. Son téléphone est éteint. Sa carte bancaire n'a pas été utilisée depuis hier matin. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne veut pas être trouvé, ou qu'il ne peut pas utiliser ses moyens de paiement habituels, ou qu'il est mort, j'ai pensé. Mais je n'ai pas dit ça à voix haute. Et la femme, celle du coffre ? Elle s'appelle Mélanie Dufour, 28 ans. Elle a été enlevée il y a 3 jours, en sortant de son travail. Elle est infirmière à l'hôpital Saint-Antoine. Saint-Antoine, l'hôpital où travaillait la femme d'Orient. Elle va bien ? Physiquement, oui. Psychologiquement, elle est sous le choc, mais elle va s'en sortir. Elle a dit qui l'a enlevée. Silence. Madame Montlouis, je ne peux pas vous donner ces informations pour le moment. Ce qui voulait dire oui, elle savait. Et ce qu'elle avait dit impliquait Séraphin. J'ai passé la matinée à tourner en rond dans l'appartement. J'ai essayé de lire. Impossible. J'ai essayé de regarder la télévision. Impossible. J'ai même essayé de faire du rangement. Mais tout était déjà rangé. À 11 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. « Allô ? Madame Montlouis ?» Voix d'homme. Grave. Accent que je ne reconnaissais pas. Peut-être du sud ou de l'est. « Oui ? Votre mari nous doit beaucoup d'argent. Beaucoup. Si vous voulez le revoir vivant, il faut payer. » Mon cœur s'est arrêté. « Qui êtes-vous ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous ayez 500 000 € en liquide d'ici vendredi. 500 000 €. Je n'ai pas cette somme. Trouvez-la. Sinon, votre mari finira comme la petite infirmière. Sauf qu'elle, on l'a laissé en vie. Lui, on sera moins gentil. Clic. J'ai laissé tomber mon téléphone. Il a rebondi sur le tapis d'Aubusson. 1 fois, 2 fois, puis plus rien. 500 000 €. Je suis resté debout au milieu du salon. Combien de temps ? Je ne sais pas. 10 minutes. 20. Le soleil entrait par les hautes fenêtres. Il faisait des rectangles de lumière sur le parquet. J'ai pensé, il faut appeler la police. Puis j'ai pensé, et s'il tue Séraphin ? Puis j'ai pensé, est-ce que je veux vraiment le sauver ? Cette dernière pensée m'a glacée. J'ai ramassé mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber à nouveau. J'ai composé le numéro d'Orient. « Madame ? Orient, quelqu'un vient de m'appeler. Ils demandent 500 000 €. Ils disent qu'ils ont Séraphin. » Silence au bout de la ligne. « Madame, vous avez prévenu la police ? » ?»« Non, pas encore. Je ne sais pas quoi faire. »« Il faut les prévenir, madame. »« Et s'ils le tuent ? » ?»« Madame ?» Il a hésité. « Est-ce que vous voulez qu'il revienne ?» La question m'a frappé comme une gifle. Est-ce que je voulais que Séraphin revienne ? Cet homme qui m'ignorait depuis des années, qui avait renvoyé Orient sans remords, qui avait peut-être kidnappé une jeune infirmière, qui avait peut-être fait pire encore. Je ne sais pas, j'ai murmuré. J'ai rappelé la capitaine Brissard. Elle est arrivée 1 heure plus tard, avec un collègue, un jeune type, 30 ans maximum,
costume gris, bon marché, cravate mal nouée. Ils se sont assis dans mon salon, sur mon canapé Louis XVI que j'avais fait retapisser il y a 2 ans chez un artisan du Marais. 3 000 € le mètre carré de tissu. Ça me paraissait tellement futile maintenant. Madame Montlouis, racontez-nous exactement ce qui s'est passé. J'ai tout raconté. L'appel, la voix grave, l'accent, les 500 000 €, la menace. La capitaine prenait des notes. Ils ont dit quand ils rappelleraient ? Non, juste qu'il fallait avoir l'argent d'ici vendredi. On est mercredi, ça vous laisse 2 jours. 2 jours. Est-ce que vous avez cette somme, madame ? J'ai réfléchi. Mon compte personnel ? 20 000 € d'économie ? Peut-être 25 ? L'appartement du 14e ? Je pourrais le vendre, mais ça prendrait des mois, et il valait 300 000 maximum, pas 500 000. Non, j'ai dit. Pas en liquide. Et votre mari ? Il a des comptes bancaires que vous pouvez consulter ? Je ne sais pas. La capitaine m'a regardé bizarrement. Vous ne savez pas ? Mon mari gérait tout. Je n'ai jamais eu accès à ses comptes professionnels. Le jeune type, il s'appelait lieutenant Mercier, a sorti son ordinateur portable. Madame, nous allons avoir besoin d'accéder aux documents financiers de votre mari. Relevés bancaires, contrats, investissements, vous savez où il les garde ? Dans son bureau, je suppose. On peut y aller ? J'ai hoché la tête. Nous sommes allés dans le bureau de Séraphin, pièce qu'il avait fait aménager il y a 5 ans. Boiseries en chêne foncé, bureau ancien en acajou massif, fauteuil en cuir, Chesterfield Bordeaux, bibliothèque remplie de livres sur l'économie et le droit international. C'était son sanctuaire. Je n'y entrais presque jamais. Le lieutenant Mercier a ouvert les tiroirs du bureau. Classeurs, dossiers, factures. Il a sorti un dossier épais. Compte Société Générale, écrit au marqueur noir. Il l'a feuilleté. Puis il a levé les yeux vers moi. « Madame, votre mari a plusieurs comptes. Le compte principal de l'entreprise, un compte personnel et 3 comptes offshore. » Offshore. Offshore ? Oui, îles Caïmans, Luxembourg, Suisse. Mon Dieu. Il y a combien dessus ? Le lieutenant a continué à feuilleter. D'après ses relevés, environ 7 millions d'euros, sur les 3 comptes combinés. 7 millions. J'ai dû m'asseoir. « Madame, ça va ?» La voix de la capitaine Brissard me parvenait de loin, comme à travers de l'eau. « Oui, enfin, non, je ne savais pas. » « Vous ne saviez pas que votre mari avait 7 millions ? » ?»« Non. » »« Mensonge. Je savais que nous étions riches. Mais 7 millions sur des comptes cachés ? » ?»« Non, je ne savais pas. »« Madame, il va falloir qu'on creuse, parce que personne ne cache 7 millions sans raison. » Sans raison. Blanchiment d'argent, j'ai pensé. Trafic, corruption, mon mari, Séraphin Montlouis, membre du Rotary Club. Ils sont restés encore 2 heures, à fouiller, à photographier des documents, à poser des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Votre mari voyageait souvent ? Oui, pour l'entreprise. Où ? Un peu partout. Lyon, Marseille, Bruxelles, parfois l'Allemagne. Et en dehors de l'Europe ? J'ai réfléchi. Il allait parfois en Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, pour des contrats de matériel médical. Le lieutenant et la capitaine ont échangé un regard. « Quoi ?» j'ai demandé. « Madame, nous avons des raisons de croire que votre mari n'importait pas que du matériel médical. » Mon sang s'est glacé. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Nous ne pouvons pas en dire plus pour le moment, mais l'enquête va prendre une autre dimension. Quand ils sont partis, il était 17 heures passées. Je suis restée assise dans le bureau de Séraphin, entourée de ses dossiers ouverts, de ses secrets étalés. J'ai regardé son fauteuil en cuir, celui où il s'asseyait tous les soirs, avec son verre de whisky Laphroaig, son ordinateur MacBook Air ouvert. Qui était cet homme ? Cet homme avec qui j'avais partagé 38 ans de ma vie ? Cet homme qui dormait dans la pièce à côté ? Cet homme qui embrassait ma joue tous les matins avant de partir ? Je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais connu. Mon téléphone a vibré. SMS. Numéro inconnu. On rappelle demain soir, 20 heures. Soyez prête. J'ai fixé le message.
Les lettres se brouillaient devant mes yeux. Puis, j'ai regardé la tasse de Limoges que j'avais emportée ici ce matin. Je l'avais posée sur le bureau de Séraphin sans y penser. Elle était là, bleue et or, innocente. Je l'ai prise dans ma main. Elle était froide, comme tout dans cet appartement, comme tout dans ma vie. Le soir, Orion m'a appelé. « Madame, vous avez mangé ?»« Non. »« Je peux vous apporter quelque chose ?»« Non, Oriane. Merci, j'ai besoin d'être seule. »« Vous êtes sûre ?»« Oui. » J'ai raccroché, puis j'ai pleuré. Encore, sur cette tasse de Limoges que je serrais comme si ma vie en dépendait. J'ai passé toute la nuit éveillée, à regarder le plafond de ma chambre, les moulures que je connaissais par cœur, le lustre en cristal que nous avions acheté chez un antiquaire de la rue de Seine. 22 ans qu'il était là, ou 23. Dehors, Paris dormait. Enfin, pas vraiment. On entend toujours des bruits, des voitures, des sirènes au loin, des gens qui rentrent tard. À 4 heures du matin, je me suis levée. J'ai enfilé ma robe de chambre, cachemire gris-perle, cadeau de Noël il y a 3 ans de la part de ma nièce Constance. Je suis allée dans la cuisine. J'ai fait du thé, Earl Grey, comme toujours, et j'ai pris la tasse de Limoges, celle que j'avais lavée hier, celle que j'avais emportée dans le bureau, celle que j'avais serrée en pleurant. Je l'ai remplie de thé fumant. Je me suis assise à la table de la cuisine, seule. À 7 heures, Hélène m'a appelée. « Désirine, tu vas bien ? J'ai essayé de te joindre hier soir. » Hélène, mon amie depuis 15 ans. On s'était rencontrés au Cercle de l'Union. Elle était mariée à un avocat d'affaires, 2 enfants, appartement dans le 16e, vie parfaite en apparence, comme moi. Oui, ça va. Tu es sûre ? Ta voix est bizarre. Hélène, est-ce que je peux te poser une question ? Bien sûr. Est-ce que tu sais si Séraphin avait des problèmes financiers ou autres ? Silence. Pourquoi tu me demandes ça ? Réponds-moi. Elle a hésité. Désirine, il y a des rumeurs, depuis quelques mois. Des gens disent que l'entreprise de Séraphin est sous enquête, que les douanes ont saisi des containers à Marseille. Mais ce ne sont que des rumeurs. Je ne sais pas si c'est vrai. Des containers saisis. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Parce que je pensais que tu savais. Je pensais que... Enfin, c'est ton mari. Mon mari. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé Sylvie, mon autre amie du cercle. Sylvie, c'est Désirine. Tu es au courant pour Séraphin ? Au courant de quoi ? Des containers, de l'enquête. Nouveau silence. Désirine, tu ne sais vraiment rien ? Non. Mon Dieu. Écoute, viens chez moi. Maintenant. On doit parler. J'ai pris un taxi. Je ne pouvais pas conduire. Mes mains tremblaient trop. Sylvie habitait avenue Foch. Appartement immense, vue sur le bois de Boulogne. 2 étages, ascenseur privé. Elle m'a ouvert la porte. Cheveux attachés, pas de maquillage, tenue de sport Nike. Elle revenait de son jogging matinal. Entre. Nous nous sommes assises dans son salon. Canapé blanc, tapis persan, tableau moderne au mur. Elle m'a servi un café. Désirine, je vais être directe. Tout le monde parle de Séraphin. Depuis septembre, octobre. Il y a eu une descente de la police financière dans ses bureaux, rue de la Boétie. Ça a fait le tour du cercle. Quand ? En novembre. Novembre. Il y a 2 mois. Et je ne savais rien. Qu'est-ce qu'il cherchait ? On dit qu'il importait autre chose que du matériel médical, des médicaments contrefaits, de l'ivoire, peut-être même des armes. Des armes. Mon mari trafiquait des armes. Je suis rentrée chez moi vers midi. L'appartement était toujours vide, silencieux, mort. J'ai erré de pièce en pièce. Le salon, la salle à manger que nous n'utilisions plus depuis des années, la chambre d'amis où personne ne venait jamais, et le bureau de Séraphin. Je suis restée sur le seuil. Hier, la police avait tout fouillé. Les tiroirs étaient encore ouverts, les dossiers empilés n'importe comment. Au milieu de tout ça, la tasse de Limoges. Toujours là, abandonnée sur le bureau. Je l'ai prise. Je ne sais pas pourquoi. C'était stupide. Mais cette tasse, elle était devenue quelque chose. Un symbole. De quoi ? Je ne savais pas. De ma vie peut-être. Jolie en apparence. Fragile.
ébréché quelque part, mais on ne voyait rien si on ne regardait pas de près. À 14 heures, mon téléphone a sonné. La capitaine Brissard. « Madame Montlouis, nous avons du nouveau. »« Quoi ?» ?»« Nous avons identifié les 2 hommes qui étaient avec votre mari à Rungis, grâce aux caméras de surveillance. Ce sont des membres d'un réseau de trafic international, très violent, basé à Marseille. » Marseille, bien sûr. Et Séraphin ? Nous pensons qu'ils travaillaient avec eux, depuis au moins 2 ans. Peut-être plus, mais quelque chose a mal tourné. L'infirmière, Mélanie Dufour, elle n'était pas une victime au hasard. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Son frère travaillait pour votre mari. Il a volé de l'argent au réseau. Beaucoup d'argent. Ils ont enlevé sa sœur pour faire pression sur lui. Et le frère ? On l'a retrouvé hier, mort, dans la Seine, avec une balle dans la tête. Mon Dieu ! Madame, je dois vous le dire clairement, votre mari est en grand danger. S'il ne paie pas ce qu'il doit, ils vont le tuer. Et vous êtes peut-être en danger aussi. Moi. Pourquoi moi ? Parce que vous êtes sa femme, parce que vous avez accès à son argent, enfin, en théorie, et parce que ces gens-là ne font pas dans la dentelle. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Je suis allée dans la cuisine. J'ai rempli la tasse de Limoges d'eau froide. J'ai bu. L'eau avait un goût métallique, ou peut-être que c'était ma bouche. Le goût de la peur. Le soir est arrivé, 20 heures approchaient, l'appel, celui des ravisseurs. J'étais assise dans le salon, la tasse posée sur mes genoux. Vide maintenant. Mon téléphone était sur la table basse. Face à moi. 19h58, 19h59, 20h. Le téléphone a sonné. J'ai décroché. Allô ? Madame Montlouis ? Vous avez l'argent ? Même voix grave, même accent. Non, pas encore. Il me faut plus de temps. Plus de temps ? Rire, un rire froid, métallique. On vous a donné 2 jours, c'est vendredi demain. Je sais, mais les banques, toujours les banques. Votre mari aussi nous sortait ce genre de conneries. Nous sortait, imparfait, comme s'il était déjà mort. S'il vous plaît, j'ai besoin de quelques jours de plus. Je peux vendre mon appartement. J'ai un bien dans le 14e, ça vaut 300 000. Et je peux emprunter le reste à 300 000 ? Il a ri encore. Vous vous foutez de ma gueule ? Votre mari nous doit 700 000 maintenant. Les intérêts continuent. Chaque jour qui passe, ça monte. 700 000. Ils avaient augmenté. Écoutez, madame, vous semblez être une femme bien, une dame de la haute. Alors, je vais être gentil. Je vous donne jusqu'à dimanche. Dimanche 20h. Pas 1 minute de plus. Sinon, on balance votre mari au fond du canal Saint-Martin. Comme on a fait avec l'autre con. L'autre con. Le frère de Mélanie. Clic. J'ai lâché le téléphone. Il est tombé sur le tapis, à côté de la tasse de Limoges qui avait glissé de mes genoux. La tasse n'a pas cassé, bien sûr que non. Porcelaine de qualité. Solide, comme moi soi-disant. Sauf que moi, j'étais en train de me fissurer. J'ai appelé Orient. Madame ? Orient, ils ont rappelé. Ils veulent 700 000 maintenant, d'ici dimanche. Mon Dieu ! Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas réunir cette somme, même en vendant tout ce que j'ai. Silence. Madame, est-ce que vous voulez le sauver ? Encore cette question. Je ne sais pas, Orient. Je ne sais plus rien. Alors, laissez tomber. Quoi ? Laissez tomber. Ne payez pas. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Ces mots m'ont glacé. Oriane, c'est mon mari. Votre mari qui vous ignorait. Votre mari qui trafiquait Dieu sait quoi. Votre mari qui a fait enlever une jeune femme innocente. Votre mari qui vous a menti pendant des années. Chaque mot était une lame. Parce qu'il avait raison. Madame, vous m'avez sauvé la vie il y a 2 ans. Vous m'avez donné 2 000 € par mois sans rien demander en retour. Sans juger, sans condition. Maintenant, c'est à mon tour. Je vais vous aider. Comment ? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Il a raccroché. Je suis restée là, avec mon téléphone dans une main, la tasse de Limoges dans l'autre. Cette tasse qui ne voulait pas se casser.
cette tasse qui me ressemblait trop. Le lendemain matin, vendredi, quelqu'un a sonné à la porte. 8 heures. J'étais encore en robe de chambre, cheveux détachés, visage ravagé par le manque de sommeil. J'ai ouvert. C'était Oriane, avec une femme que je ne connaissais pas, petite, 40 ans environ, cheveux noirs courts, lunettes carrées, jean et pull noir. Madame Désirine, voici Maître Leroy. Elle est avocate, spécialisée en droit pénal et financier. La femme a tendu la main. Madame Montlouis, Oriane m'a expliqué votre situation. Je pense pouvoir vous aider. Je les ai fait entrer. Nous nous sommes assis dans le salon. Elle a sorti un ordinateur portable, un bloc-notes. Madame, la première chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas responsable des dettes de votre mari, surtout s'il s'agit d'activités criminelles. Mais ils vont le tuer. Peut-être, probablement même, mais ce n'est pas votre faute. Et surtout, vous ne pouvez pas payer. Vous n'avez pas accès à ces comptes offshore, et même si vous aviez 700 000 €, les leur donner ferait de vous une complice. Complice. Madame, il faut que je vous pose une question difficile. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Est-ce que vous étiez au courant des activités de votre mari? Non. Vraiment? Vraiment. Vous n'avez jamais rien soupçonné? Jamais posé de questions sur ses voyages, sur l'argent? J'ai réfléchi. Si, j'avais soupçonné. Les parfums sur ses chemises, les voyages qui s'allongeaient sans explication, les coups de téléphone tard le soir qu'il prenait dans son bureau, porte fermée, les 7 millions sur des comptes cachés. Bien sûr que j'avais soupçonné, mais j'avais choisi de ne rien voir, parce que c'était plus confortable, parce que j'aimais mon appartement du 7e, mon canapé Louis XVI, mes déjeuners au Café de l'Homme avec Hélène et Sylvie. J'aimais ma vie de façade. J'avais des doutes, mais je ne voulais pas savoir. Elle a hoché la tête. C'est ce que je pensais. Écoutez, juridiquement, vous êtes protégés. Tant que vous coopérez avec la police, tant que vous ne payez pas la rançon, tant que vous ne cachez rien. Et Séraphin? Séraphin a fait ses choix, madame. Maintenant, il doit en assumer les conséquences. Maître Leroy est resté 2 heures. Elle m'a expliqué mes droits, les procédures. Ce qui allait se passer quand la police coincerait le réseau. Parce qu'ils allaient me les coincer. C'était une question de temps. Votre témoignage sera crucial, madame. Vous êtes témoin indirect. Les appels que vous avez reçus, les menaces, tout ça va les aider. Et si je refuse de témoigner? Alors ils s'en sortiront. Et d'autres femmes comme Mélanie Dufour seront enlevées. D'autres hommes comme le frère de Mélanie seront tués. Le sang continuera à couler. Le sang. J'ai pensé à la scène, au corps qui flottait, aux balles dans les têtes. Et j'ai pensé à Séraphin, mon mari depuis 38 ans, qui allait peut-être mourir à cause de ses propres erreurs. Quand Maître Leroy est parti, Oriane est restée. Madame, vous devez prévenir la police, pour l'appel d'hier soir. Je sais. Vous voulez que je reste avec vous? J'ai regardé cet homme, cet ancien chauffeur que Séraphin avait jeté dehors comme une ordure, cet homme qui avait attendu toute une journée dans un parking pour me sauver, cet homme qui était revenu avec une avocate pour me protéger. Oui, j'ai dit, reste. La capitaine Brissard est arrivée 1 heure plus tard. J'ai tout raconté, l'appel, les 700 000 €, la menace, le dimanche 20 h. Elle écoutait, prenait des notes. Madame, nous allons mettre votre téléphone sur écoute. S'il rappelle, on pourra les tracer. Et Séraphin? On fait tout pour le localiser. Mais je dois être honnête avec vous. Les chances qu'il soit encore en vie, elles diminuent chaque jour. J'ai hoché la tête. Quelque chose en moi s'était détaché. Comme un câble qui casse. Comme un lien qui se rompt. Séraphin était peut-être déjà mort. Et une partie de moi, une partie minuscule, honteuse, que je n'osais pas regarder en face. Une partie de moi était soulagée. Le week-end est passé dans un brouillard. Samedi, dimanche. Les heures se mélangeaient. La police avait installé un système d'écoute sur mon téléphone. Un petit boîtier noir connecté à je ne sais quoi. Il m'avait expliqué comment ça marchait. J'avais fait semblant de comprendre.
Orion dormait sur le canapé du salon. Il avait insisté. Au cas où, il disait. Au cas où quoi? Au cas où les trafiquants débarquent chez moi? Au cas où je m'effondre complètement? Les deux, probablement. Hélène et Sylvie m'ont appelé. Plusieurs fois, je n'ai pas décroché. Qu'est-ce que je leur aurais dit? Mon mari trafiquait des armes et maintenant, il va être tué par la mafia marseillaise? Non merci. Dimanche soir, 19h30. J'étais assise dans le salon, Oriane en face de moi. La capitaine Brissard et le lieutenant Mercier étaient dans la cuisine, avec leur matériel d'enregistrement. Mon téléphone était sur la table basse, à côté de la tasse de Limoges que j'avais encore oubliée là. Cette maudite tasse. Elle me suivait partout maintenant, comme un fantôme. Un rappel de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. 19h45, 19h50. Personne ne parlait. On attendait. 20h. Le téléphone a sonné. La capitaine a fait un signe de la main. Décrochez. Faites durer la conversation le plus longtemps possible. J'ai pris une grande inspiration. J'ai décroché. Allô? Madame Montlouis, vous avez notre argent? Oui, enfin, une partie. J'ai pu réunir 400 000. Mensonge. J'avais 0 €, mais c'est ce que la capitaine m'avait dit de répondre. 400 000, on a dit 700 000. Je sais, mais c'est tout ce que j'ai pu. Où est le reste? Il me faut encore quelques jours, 1 semaine maximum. Je vais vendre mon appartement du 14e et... 1 semaine? Il a craché. Vous nous prenez pour des cons? Non, je vous jure, je fais tout ce que je peux. Mais les notaires, les banques, tout ça prend du temps. Silence. Long. Je regardais la capitaine. Elle faisait des signes. Continue. Fais-le parler. Écoutez, j'ai dit, je veux récupérer mon mari. Je vais payer. Mais il faut me laisser un peu de temps. Votre mari. Nouveau rire. Vous voulez savoir quelque chose, madame? Votre mari est une merde, une vraie ordure. Il nous a arnaqués. Il a fait semblant d'être un grand businessman, mais en fait c'était juste un petit escroc. Et maintenant, il pleure comme un gosse. Il supplie. Il dit qu'il a une femme, des amis, une réputation à sauver. Il pleure. Séraphin pleurait. Je l'avais vu pleurer 3 fois en 38 ans. À la mort de son père, à la mort de sa mère. Et le jour où son associé l'avait trahi, il y a 15 ans. 3 fois en 38 ans. S'il vous plaît, j'ai murmuré. Ne lui faites pas de mal. Trop tard pour ça, madame. Clic. La ligne a coupé. J'ai regardé la capitaine. Vous avez pu les localiser? Elle a secoué la tête. Non, appel trop court. Et ils utilisent des téléphones jetables. On perd la trace à chaque fois. Le lieutenant Mercier tapait sur son ordinateur. Par contre, on a l'accent. C'est marseillais. Ça confirme notre théorie. Et la voix, on va essayer de la faire analyser. Peut-être qu'on a quelque chose dans nos fichiers. Peut-être. Oriane m'a apporté un verre d'eau. Tenez, madame. J'ai bu. Mes mains tremblaient. L'eau débordait. Madame, vous avez été courageuse. Courageuse. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais vide, creuse, comme cette tasse de Limoges qui traînait sur ma table. Belle en apparence, mais vide à l'intérieur. La capitaine est venue s'asseoir à côté de moi. Madame Montlouis, je dois vous dire quelque chose. Quoi? Nous avons retrouvé la planque. Enfin, une des planques. À Marseille, dans le quartier des Aïgalades. Nous y sommes allés ce matin avec le GIGN. Mon cœur s'est arrêté. Et il y avait des traces de présence récente, des cordes, du sang, mais personne sur place. Ils ont déménagé votre mari. Du sang. Beaucoup de sang? Assez pour qu'on sache qu'il est blessé, mais pas assez pour qu'il soit mort. Pas encore, elle voulait dire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout. J'ai erré dans l'appartement, de pièce en pièce, le salon, la salle à manger, la chambre, le bureau de Séraphin. Partout, il y avait des traces de lui, ses livres, ses costumes, son odeur de parfum, terre d'Hermès qui s'attardait dans les tissus. 38 ans de vie commune. Et je réalisais que je ne connaissais rien de cet homme. Rien de ses secrets, de ses mensonges, de ses crimes. J'étais passée à côté, volontairement, parce que c'était plus facile,
À 5 heures du matin, je suis allée dans la cuisine. J'ai fait du thé. Encore. J'ai pris la tasse de Limoges, celle qui me suivait partout maintenant comme une malédiction. Je l'ai remplie. Je me suis assise et j'ai regardé par la fenêtre. Paris se réveillait. Le ciel devenait gris-rose. Les premières voitures passaient dans l'avenue de Ségur. La vie continuait, même si la mienne s'effondrait. Lundi matin, 7 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Encore, j'ai décroché sans réfléchir. La capitaine m'avait dit de toujours décrocher. « Allô? Madame Montlouis ?» Voix de femme, jeune, tremblante. « Oui? C'est Mélanie. Mélanie Dufour, l'infirmière. Celle du coffre. » Mon sang s'est glacé. « Mélanie? Pardon de vous déranger. La police m'a donné votre numéro. Enfin, non, c'est moi qui leur ai demandé. Je voulais vous parler. Pourquoi? Parce que je sais quelque chose. Quelque chose que je n'ai pas dit aux policiers. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. Quoi? Votre mari, quand ils m'ont enlevé, il était là, dans l'entrepôt. Je l'ai vu. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Il parlait avec les hommes qui m'ont kidnappé. Il leur disait que mon frère allait payer, qu'il fallait juste me garder quelques jours, que tout allait s'arranger. Quelques jours. Séraphin avait ordonné son enlèvement. Séraphin avait participé. Ce n'était pas juste ses affaires qui avaient mal tourné. C'était lui, directement. « Madame ?» La voix de Mélanie était si faible. « Je suis désolée, je sais que c'est horrible, mais je devais vous le dire. »« Merci », j'ai murmuré. J'ai raccroché, puis je me suis effondrée. Sur le carrelage de la cuisine, à côté de la tasse de Limoges qui s'était renversée, le thé coulait sur le sol, lentement, comme du sang. Oriane m'a relevée, doucement, comme on relève un enfant qui est tombé. Il avait entendu le bruit, le téléphone qui tombait, la tasse qui se renversait, moi qui m'effondrais. « Madame, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne pouvais pas parler. Il m'a assise sur une chaise, a ramassé la tasse, a essuyé le thé sur le carrelage avec un torchon. Cette tasse ne s'était toujours pas cassée, bien sûr que non. Elle était solide, comme moi, comme la façade que j'avais maintenue pendant 38 ans. Mais maintenant, cette façade se fissurait, partout, de tous les côtés. « Madame, respirez, doucement. » J'ai essayé. Une inspiration. 2, 3. C'était Mélanie, l'infirmière. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a dit que Séraphin était là, quand ils l'ont enlevé, qu'il leur parlait, qu'il avait ordonné son enlèvement. Orion est devenu pâle. Mon Dieu! Mon mari n'est pas une victime, Oriane. Il est coupable de tout. Les mots sortirent de ma bouche comme des pierres, lourds, froids, définitifs. J'ai appelé la capitaine Brissard. Elle est arrivée 20 minutes plus tard. Essoufflée, elle avait couru. « Madame, vous avez dit que Mélanie Dufour vous a appelé ?»« Oui. »« Qu'est-ce qu'elle a dit exactement ?» J'ai tout répété, mot pour mot. La capitaine a fermé les yeux. Merde, c'était la première fois que je l'entendais jurer. « Ça change quoi ?» j'ai demandé. « Ça change tout, madame. Si votre mari a commandité cet enlèvement, on ne parle plus de complicité passive. On parle de séquestration, d'association de malfaiteurs. C'est 15 ans minimum, peut-être 20 ans. Séraphin avait 63 ans. Il sortirait à 83 ans. S'il sortait vivant de cette histoire. Madame, il faut qu'on retrouve Mélanie. Pour qu'elle nous donne une déposition officielle. Elle ne répond plus au téléphone depuis ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a peur. Peut-être qu'elle regrette de vous avoir parlé. Ou peut-être qu'ils l'ont retrouvée, j'ai pensé. Ces hommes, ces trafiquants, ces tueurs. Peut-être qu'ils avaient compris qu'elle en savait trop. Les jours suivants sont passés dans une sorte de brume. Mardi, mercredi, jeudi. Aucun appel des ravisseurs. Aucune nouvelle de Séraphin. Aucune nouvelle de Mélanie non plus. La police cherchait. Partout. Marseille, Paris, Lyon,
Mais rien, comme si tout le monde avait disparu dans un trou noir. Jeudi soir, Hélène a débarqué chez moi, sans prévenir. Elle a sonné. J'ai ouvert. Désirine, ça suffit. Tu ne réponds plus au téléphone. Tu ne viens plus au cercle. Sylvie et moi, on est mortes d'inquiétude. Je l'ai fait entrer. Nous nous sommes assises dans le salon. Elle a regardé autour d'elle. Les rideaux tirés, le désordre inhabituel, les tasses sales qui traînaient. Qu'est-ce qui se passe? Séraphin a disparu. Disparu? Oui, kidnappé. Par des trafiquants marseillais. Ils veulent 700 000 €. Hélène a porté la main à sa bouche. Mon Dieu, depuis quand? Depuis dimanche dernier. Non, lundi, je ne sais plus. Et la police? Ils cherchent, mais je me suis tue. Hélène a pris ma main. Mais tu ne veux pas qu'ils le retrouvent. Ce n'était pas une question. Hélène, il a fait des choses horribles. Il a fait enlever une jeune femme. Son frère a été tué. Il trafiquait des armes, peut-être pire. Et moi, je vivais dans cet appartement. Je faisais mes courses chez Bon Marché. Je déjeunais au Café de l'Homme. Je jouais à être une femme élégante du 7e. Désirine. Pendant que lui détruisait des vies, les larmes coulaient maintenant. Et le pire, Hélène, le pire, c'est que je savais. Pas les détails. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Les voyages, l'argent, les mensonges. Je savais. Et j'ai choisi de fermer les yeux. Hélène m'a serré dans ses bras. Elle n'a rien dit. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Vendredi matin, la capitaine Brissard a appelé. « Madame Montlouis, on a retrouvé Mélanie Dufour. Elle va bien ?» Silence. « Elle est morte, madame. On a retrouvé son corps ce matin, dans une décharge à Gennevilliers. Une balle dans la tête. »« Non. Non, non, non. »« Madame, vous êtes là ?»« Oui. Je suis désolée. On pense que c'est parce qu'elle vous a parlé. Quelqu'un l'a su. Et ils ont décidé de la faire taire. À cause de moi. Elle était morte à cause de moi. Madame, ce n'est pas votre faute. » Si, c'était ma faute. Elle m'avait appelé pour me dire la vérité. Et maintenant, elle était morte. J'ai raccroché. Je suis allée dans la cuisine. J'ai pris la tasse de Limoges, celle qui me suivait partout, celle qui refusait de se casser. Et je l'ai jetée contre le mur, de toutes mes forces. Elle s'est brisée, en 1000 morceaux, sur le carrelage, des éclats bleus et or partout, comme ma vie. Oriane est entrée en courant. « Madame !» Elle est morte, Oriane. Mélanie est morte, à cause de moi, parce qu'elle m'a appelée, parce qu'elle voulait me dire la vérité sur Séraphin. Il m'a prise dans ses bras, et j'ai pleuré, longtemps, sur son épaule, pendant qu'il murmurait des choses que je n'entendais pas vraiment, des mots de réconfort qui ne réconfortèrent rien. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. 22 heures, peut-être 23. Numéro inconnu. J'ai décroché. « Allô ? Madame Montlouis, on en a marre d'attendre. » La voix grave, encore. « Votre mari est mort. On l'a tué ce matin. Vous ne le reverrez plus. Et si vous parlez aux flics, on viendra vous chercher. Vous et tous ceux que vous aimez. C'est compris ? » Mon sang s'est figé. « Compris ? » Oui. Clic. Je suis restée assise, le téléphone dans la main. Séraphin était mort. Mon mari depuis 38 ans, le père que nous n'avions jamais eu, l'homme qui dormait dans la pièce à côté, l'homme qui avait fait enlever Mélanie, l'homme qui avait trafiqué des armes, l'homme que je n'avais jamais vraiment connu, il était mort, et je ne ressentais rien, juste un grand vide, froid, silencieux, comme le salon après que tous les invités sont partis. Ils ont retrouvé le corps de Séraphin 3 jours plus tard, dans le canal Saint-Martin, comme il l'avait promis. Une balle dans la tête, les mains attachées dans le dos, lesté avec des parpaings. Un plongeur de la police l'a remonté un mardi matin. Il pleuvait, évidemment. La capitaine Brissard est venue me l'annoncer en personne. « Madame Montlouis, je suis désolée. » J'ai hoché la tête. Désolée. Tout le monde était désolé, mais personne n'était vraiment surpris. Les funérailles ont eu lieu 2 semaines plus tard. Petite cérémonie. Au Père-Lachaise.
parce que c'était ce qui se faisait dans notre milieu. Hélène était là, Sylvie aussi, quelques associés de Séraphin, des gens que je ne connaissais pas vraiment. Orion est venu, il est resté au fond, discrètement. Mais il était là. Le prêtre a dit des choses génériques, sur la miséricorde divine, sur le pardon, sur l'espoir de la résurrection. Je n'ai pas écouté. Je regardais le cercueil, en bois sombre, avec des poignées en cuivre. Séraphin était là-dedans, mon mari depuis 38 ans, et je ne ressentais toujours rien. Après la cérémonie, Hélène m'a prise à part. « Désirine, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»« Je ne sais pas. »« Tu vas rester dans l'appartement ?» J'ai regardé vers les tombes, les allées bien entretenues, les arbres encore nus en ce début mars. « Non, je vais vendre. Je ne peux plus vivre là-bas. Trop de fantômes. »« Et tu vas aller où ?»« Je ne sais pas encore. Peut-être quelque chose de plus petit, dans le 14e, près de mon ancien appartement. Celui que je louais, celui qui me rapportait 800 € par mois, celui que j'avais voulu vendre pour sauver Séraphin. Finalement, je ne l'avais pas vendu, et je ne regrettais rien. Les semaines ont passé. La police a arrêté 3 hommes à Marseille, membres du réseau. Celui qui m'avait appelé en faisait partie. Ils ont trouvé des preuves, des enregistrements, des transferts d'argent, tout un système qui remontait à 5 ans, peut-être plus. Séraphin était au centre. Pas une victime, un acteur principal. J'ai dû témoigner. 2 fois, 3 fois, raconter les appels, les menaces. Ce que Mélanie m'avait dit avant de mourir. Son nom était sur toutes les lèvres maintenant. Mélanie Dufour, 28 ans, infirmière, tuée parce qu'elle avait osé dire la vérité. Les journaux en ont parlé pendant des semaines. Le réseau de trafic démantelé. Un businessman parisien impliqué. 2 morts, des dizaines de vies détruites. Mon nom n'apparaissait jamais. Juste la veuve. La femme de... Comme toujours, j'ai vendu l'appartement du 7e en juin. 2 300 000 €. Une famille chinoise l'a acheté. Jeune couple. 2 enfants. Ils avaient l'air heureux. J'espérais qu'ils le seraient de plus que moi. J'ai acheté un 3 pièces dans le 14e. Rue Daguerre. Marché le matin. Café sympa, vie de quartier, rien à voir avec le 7e. Et c'était exactement ce que je voulais. Un après-midi de juillet, Orion est venu m'aider à déballer mes cartons. « Madame, où vous voulez que je mette ces livres ?»« Dans la bibliothèque du salon. »« Merci, Oriane. » Il s'est arrêté, m'a regardé. « Madame, ça fait combien de fois que je vous demande de m'appeler juste Orion, sans le madame à chaque fois ?» J'ai souri, au moins 100 fois. « Alors, d'accord, Oriane. » Il a souri aussi. C'était la première fois depuis des mois que je voyais quelqu'un sourire vraiment. Il est resté pour le dîner. J'avais acheté une salade, du pain, du fromage. Rien de compliqué. Nous avons mangé sur ma petite table de cuisine. Pas de porcelaine de Limoges. Juste des assiettes Ikea toutes simples. « C'est bien ici », il a dit. « Oui. »« Vous êtes bien ?» J'ai réfléchi. Étais-je bien ? Je ne savais pas. J'étais là, présente, vivante. C'était déjà beaucoup. Je crois que oui. Enfin, je le serai, un jour. Oriane a trouvé un vrai travail en août. Chauffeur pour une entreprise de location de voitures de luxe. CDI. Bonne paie. Assurance maladie. Il m'a appelé pour me l'annoncer. « Madame, pardon, Désirine. Je voulais vous dire, sans vous, je n'aurais jamais tenu ces 2 ans. Sans ces 2 000 € par mois. Sans votre gentillesse. Je ne sais pas où je serais. Tu as tenu parce que tu es fort, Orion. Pas à cause de moi. Si, à cause de vous. » J'ai raccroché en souriant. Un vrai sourire. Ça faisait longtemps. Septembre est arrivé. J'ai recommencé à vivre. Lentement. J'ai repris mes cours de pilates. Pas au Trocadéro. Trop de souvenirs. Mais dans une petite salle du 14e. Avec des femmes normales. Qui travaillaient. Qui prenaient le métro. Qui ne parlaient pas d'appartements haussmanniens et de résidences secondaires. J'ai déjeuné avec Hélène. 1 fois, 2 fois,
C'était étrange. Nous n'avions plus grand-chose à nous dire. Elle vivait encore dans son monde du 16e. Moi, j'en étais sortie. « Tu ne regrettes pas ?» Elle m'a demandé un jour. « Quoi ?» « Tout. L'appartement. La vie d'avant. » J'ai pensé à Séraphin, au salon Louis XVI, au dîner au Café de l'Homme, à la porcelaine de Limoges, à cette vie de façade qui cachait tant de mensonges. Non, j'ai dit, je ne regrette rien. Et c'était vrai. En octobre, j'ai reçu une lettre, de la prison de Fresnes, un des hommes arrêtés, celui qui m'avait appelé, celui qui m'avait menacé. Il s'appelait Karim Belkadi, 42 ans, 10 ans de prison ferme. Sa lettre était courte. « Madame, je sais que vous ne me pardonnerez jamais. Je ne vous demande pas de le faire. Mais je voulais que vous sachiez quelque chose. Votre mari était un monstre, pire que nous. Il nous a utilisés. Il nous a manipulés. Et quand ça a mal tourné, il a voulu nous faire porter le chapeau. On l'a tué parce qu'il le méritait. Pas parce qu'il nous devait de l'argent, mais parce qu'il était dangereux. Mélanie, je suis désolée pour elle. Vraiment. C'était pas prévu. Mais elle en savait trop. Et votre mari avait dit qu'il fallait la faire taire. C'est lui qui a donné l'ordre, pas nous. Je sais que ça ne change rien. Mais je voulais que vous sachiez. Karim. J'ai relu cette lettre 10 fois, 20 fois, puis je l'ai brûlée, dans l'évier de ma cuisine, avec une allumette. Je l'ai regardée se consumer, les mots disparaître, l'encre fondre. Et j'ai pensé à Séraphin, à cet homme que je n'avais jamais vraiment connu, à cet homme qui avait ordonné la mort d'une jeune femme innocente, à cet homme qui m'avait menti pendant 38 ans. Est-ce que j'avais bien fait de ne pas payer la rançon ? Je ne sais toujours pas. Certains jours, je me dis que oui, qu'il méritait son sort. D'autres jours, je me dis que j'aurais dû essayer, que c'était mon mari, que j'avais promis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais la plupart du temps, je ne pense à rien. Je vis, c'est tout. Novembre. Orient m'a invité à déjeuner, pour mon anniversaire, 61 ans. Nous sommes allés dans un petit bistrot de la rue Daguerre. Rien de chic, rien d'élégant, juste bon. « À quoi on trinque ?» il a demandé en levant son verre de vin rouge. J'ai réfléchi. À la vérité, même quand elle fait mal. À la vérité, il a répété. Nous avons bu. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pensé à cette tasse de Limoges, celle que j'avais jetée contre le mur, celle qui s'était brisée en 1000 morceaux. Je l'avais ramassée, les éclats, je les avais mis dans un sac, et je les avais gardés. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que même brisée, elle restait belle. Peut-être parce qu'elle me rappelait que les choses cassées ne se réparent pas toujours, mais qu'on peut vivre quand même. Aujourd'hui, je vis dans mon petit appartement du 14e. Je prends le métro. Je fais mes courses au marché. Je bois mon thé dans des tasses Ikea. Oriane passe me voir de temps en temps. On discute. On rit. Parfois. La vie n'est pas parfaite. Elle ne le sera jamais. Mais elle est vraie. Et c'est déjà beaucoup. Parfois, la nuit, je pense à Mélanie Dufour. À son sourire sur les photos que j'ai vues dans les journaux. À sa vie volée. À sa mort injuste. Je pense à Séraphin. À ses mensonges. À ses crimes. À sa mort dans le canal. Et je me demande si j'aurais pu changer quelque chose. Si j'avais ouvert les yeux plus tôt. Si j'avais posé les bonnes questions. Si j'avais eu le courage de partir. Mais on ne peut pas réécrire le passé. On peut juste essayer de vivre avec. Merci de m'avoir écouté raconter l'histoire de Séraphin et d'Orient et de cette Mercedes qui transportait des secrets trop lourds. Si mon histoire vous a touché, abonnez-vous. Chaque jour, je partage l'histoire d'une femme qui a transformé la trahison en lucidité. Partagez cette vidéo avec une femme qui mérite de savoir qu'on peut survivre à l'effondrement d'une vie entière. Parfois, une histoire peut changer une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.